Bonjour Laurent Bichelli, merci beaucoup de nous donner de votre temps pour ce débriefing pour les auditeurs et les lecteurs de François. Donc, vous êtes sociologue, chercheur au CNRS. Vous vous êtes intéressé beaucoup à des questions sécuritaires. Et peut-être pour commencer, pouvez-vous nous dire comment vous êtes venu à vous intéresser à la gestion de la crise du Covid et à ses conséquences? D'accord. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Très concrètement, très simplement, mon enquête est partie au premier confinement, pendant le mois de mars, pour la raison simple qu'il s'est passé des choses que je n'ai pas comprises. Et j'ai l'habitude, comme chercheur, comme intellectuel, j'ai l'habitude d'essayer de comprendre, trouver des explications aux choses, de m'y intéresser, quelles qu'elles soient. La première chose que je n'ai pas comprise, c'est, je donne dans le désordre, il n'y a pas vraiment, je ne suis pas capable de toute façon, rétrospectivement, de donner un ordre précis, mais je n'ai pas compris le confinement général comme mesure sanitaire, comme stratégie sanitaire. Je ne l'ai pas compris, on pourra détailler pourquoi. Ensuite, je n'ai pas compris la restriction de la liberté de prescrire des médecins, quelque chose que je n'ai pas du tout compris, que je ne comprends toujours pas. C'est une des plus grandes erreurs, une des plus grandes fautes, même on pourrait dire à mon sens, de ce gouvernement. Et j'ai également été, pas surpris, mais questionné, attentif, critique sur un certain nombre de mesures sécuritaires prises sous couvert de sanitaire. Là où dans d'autres pays on fait des recommandations, chez nous il y avait des obligations sous menace de sanctions policières. Là où la médecine de proximité aurait dû être le premier recours des personnes, on voulait que ce soit des applications à télécharger qui règlent le problème et nous disent comment nous conduire. Ces choses-là rencontrent des préoccupations technologiques et sécuritaires que j'ai déjà travaillé par ailleurs. Donc c'est un ensemble de choses qui ont convergé, stratégie médicale globalement. Et donc j'ai commencé à faire cette enquête que j'ai appelée tout simplement enquête sur la gestion politico-sanitaire de la crise. Et vous en avez fait un livre, en fait. Alors, j'en ai fait en fait une enquête qui se déploie par épisode. J'ai pris ma petite fenêtre d'expression que j'avais, qui est le blog que j'ai chez Mediapart, dont je suis adhérent depuis toujours, depuis 2009. Donc, j'ai pris ce blog et j'ai commencé à publier des articles très travaillés, faisant au fond un genre de journalisme d'investigation que les médias traditionnels ne font pas, on pourra y revenir. J'ai commencé ça. Au jour d'aujourd'hui, on est au tout début du mois de mars. Je crois que j'ai publié l'épisode 43 il y a quelques jours. Donc, c'est une enquête au très long cours qui finira par devenir un livre, bien sûr, à la fin, quand j'aurai l'impression d'avoir achevé, au fond, mon enquête et avoir un petit peu tout compris, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, c'est pour ça que j'en prends mon temps. Le chercheur continue à chercher. C'est important à dire aussi que cette enquête est devenue assez rapidement un travail collectif. C'est-à-dire que j'ai commencé à publier le 29 mars, je crois de mémoire, mon premier épisode. Et dans le courant du mois d'avril, sont petit à petit venus vers moi des collègues universitaires et des médecins, avril et mai, jusqu'à former une espèce de petite équipe informelle, une quinzaine de personnes en gros, qui, selon les sujets, communiquent entre eux, s'échangent des lectures, s'échangent de la bibliographie, relisent parfois les papiers, etc. Ce qui fait que mon site devient une espèce de minuscule petite revue électronique, au fond, quelque part, on pourrait dire. Voilà. Si on revient sur les choses qui vous ont particulièrement choqué en tant que chercheur, donc vous avez commencé dans le désordre, bien sûr, par ce confinement général. Donc, quand vous êtes retrouvé confiné, vous vous êtes posé des questions de quel type, sociologique, économique, des conséquences de ce confinement ou purement sanitaire? Alors, les premières questions que je me suis posées étaient vraiment en termes de stratégie médicale. Il se trouve que je m'intéresse à l'histoire des maladies, entre autres choses, parce que j'ai une partie de ma formation qui a été faite en histoire. J'ai publié d'ailleurs il y a très longtemps un article sur l'histoire des maladies. J'avais un père médecin. Bref, il y a un ensemble de choses qui m'intéressent. J'ai une partie de ma bibliothèque où il y a des choses qui sont relatives à ça. Et le confinement général comme réponse à une épidémie, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en fait. Si on le connaît, c'est dans le petit chapitre historique qu'il y a au début de certains manuels d'infectiologie où on nous parle de la peste du Moyen-Âge, pour résumer les choses. Voilà. Mais comme réponse à une épidémie au XXIe siècle, c'est quelque chose qui me paraissait complètement incongru en réalité. Bon.
ce qui me paraissait la bonne stratégie, c'était celle qu'encore une fois qui est écrite dans tous les manuels d'infectiologie, hein, c'est pas une invention, et c'est celle qui a été mise en œuvre à l'IHU de Marseille, c'est le fameux dépister, isoler, soigner. Hein, voilà. Et qu'on ne le fasse pas m'a paru surprenant, et qu'en plus qu'on dise que ça n'était pas faisable, lors même qu'on avait sous les yeux l'exemple d'une institution à Marseille qui le faisait, était quelque chose qui était à mes yeux encore plus incompréhensible. Donc c'est vraiment parti de là. Par la suite, bien entendu, j'ai commencé à réfléchir, comme tout le monde, aux conséquences économiques et sociales qu'allaient avoir ces confinements qui durent, hein, ce confinement d'abord, puis ces confinements qui durent. C'est venu se rajouter au fond. Hein. Mais mon point de départ, c'était vraiment la stratégie globale de réponse à l'épidémie. Bon, vous nous avez dit comme deuxième point que la restriction de la liberté de prescrire des médecins vous a aussi fortement marqué. Donc, si vous avez remis en cause ou questionné la première mesure, qu'est-ce qui vous a marqué, on va dire, dans cette mesure on va dire, de restriction de liberté? Ouais. Alors, en fait, le problème est double. Hein. Il y a le premier, le plus visible, c'est effectivement le fait de vouloir interdire à la médecine hors hôpital, donc à la médecine ambulatoire, aux médecins généralistes, aux médecins de ville, de leur interdire de prescrire les médicaments de leur choix. Bon, on voit bien depuis le début, évidemment, comment c'était dirigé contre la fameuse hydroxychloroquine de Didier Raoult à Marseille. Bon, c'était très clair. Sauf que les médecins généralistes, les médecins de ville, avaient commencé, on le sait aujourd'hui, j'ai publié plusieurs épisodes à ce sujet-là, avaient commencé eux-mêmes à traiter, principalement en fait avec un antibiotique, hein, un macrolide, l'azithromycine étant le plus connu sous ses différentes formes commerciales, et ça indépendamment de Marseille. Bon, mais donc il y a la première question qui évidemment choque tous ces médecins, c'est pas pour rien que derrière il y a eu des collectifs, une association, laissons les médecins prescrire, la pétition de M. Douste-Blazy, M. Perron, les médecins se sont manifestés en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, il y a une maladie et on n'a pas le droit de soigner les malades, on doit juste leur donner du Doliprane. Et il faut attendre que ça devienne vraiment grave pour qu'ils aillent à l'hôpital, c'est-à-dire quand bien souvent c'est déjà trop tard. Bon, c'est le principe même, c'est quelque chose que je connais bien dans mon domaine aussi de la sécurité, c'est cette incapacité à penser à la prévention, hein, par ailleurs. Voilà. On va mettre tous les moyens pour les pompiers, hein, quand l'incendie est déjà déclaré, et on ne va pas réfléchir à la prévention. Donc ça, je retrouvais malheureusement cette erreur basique-là. Mais au-delà de ça, et on retrouve là la stratégie globale, ce qui est extrêmement choquant et incompréhensible pour moi, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une stratégie globale de lutte contre une épidémie en se privant en réalité de toute la médecine de proximité. C'est-à-dire il y a environ 105 000 médecins généralistes en France, derrière il y a 135 140 000 infirmiers libéraux, ce sont les soignants de proximité. C'est les médecins de famille, c'est les infirmières qui passent chaque semaine faire le check-up de la personne âgée qu'elle suit, de la personne très malade qu'elle suit, faire la piqûre, enfin machin. Ce sont les soignants de première ligne, les gens qui ont la confiance de la population. Comment peut-on imaginer avoir une stratégie sanitaire globale qui se prive, qui les squeeze fondamentalement, hein. La métaphore militaire, si on la prend, c'est au fond, on part à la guerre, mais en réalité, on a laissé l'infanterie à la caserne. Bon, c'est totalement incompréhensible, Et la question de la prescription n'est en fait une illustration, un élément de ce problème beaucoup plus global. On a laissé l'infanterie à la caserne et le médicament, en plus, on ne leur a pas donné les couteaux, quoi, quelque part. C'est ça. Et c'est pas tout. On a aussi érigé un mur entre l'hôpital privé et l'hôpital public. Hein, on savait qu'il y avait il y a des hôpitaux qui étaient en train de trier les malades quand à quelques centaines de mètres de là, il y avait des cliniques privées qui avaient des lits vides. Bon. On a également fait une coupure entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire. Alors, on sait aussi qu'on avait des capacités de test, notamment depuis très longtemps, qu'on pouvait utiliser en médecine vétérinaire, et ils l'ont fait notamment à Marseille. Donc, il y a eu comme ça toute une série de coupures qui révèlent au fond que quelque chose qui n'est pas une révolution. Hein. Nous sommes dirigés par des technocrates, des gens qui ont un esprit complètement cloisonné avec des procédures particulières, qui n'ont absolument pas de vision globale, qui sont incapables d'avoir une vision globale. Et ça, c'est tout à fait dramatique. C'est une des raisons, à mon avis, c'est sans doute pas la seule, hein, mais c'en est une, le fait que nous sommes dirigés par des technocrates qui ont comme ça des pensées compartimentées et qui en réalité se sont
la crise le montre bien, se sont révélés incapables d'avoir une stratégie globale. Le troisième point que vous avez mentionné, c'était la question sécuritaire, en fait, les mesures un peu sécuritaires. Est-ce que cette restriction de prescrire de la part aux médecins est une forme de mesure sécuritaire, d'après vous, ou trop sécuritaire? Oui, certainement, et ça s'inscrit dans un cadre plus large. Une vision, je dirais, plus large, qui est celle qui consiste pour le pouvoir politique actuel à, au fond, traiter l'ensemble de la société civile, on peut dire, comme un troupeau de petits-enfants. Hein. Restreindre la liberté de prescrire des médecins généralistes en leur disant attention, ils risquent de faire n'importe quoi, c'est donc infantiliser les médecins, c'est les traiter comme des gamins, tout simplement, hein, comme des gamins irresponsables. Voilà. De la même manière, je pense que c'est l'ensemble des citoyens qui sont en fait traités comme ça. Et c'est quand même très français quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans les autres pays. Dans la plupart des pays, il y a eu par exemple des recommandations de faire ceci ou cela, mais pas des obligations sous menace de sanctions pénales, de contrôle policier et de sanctions pénales. Voilà, c'est quelque chose d'un petit peu global, je pense. C'est à la fois un produit d'une certaine technocratie, c'est-à-dire de l'idée toujours la même, hein, que moi j'ai rencontré dans mes travaux à d'autres reprises, par exemple quand j'ai travaillé sur les quartiers populaires, sur l'évaluation de la politique de la ville, on retrouve la même chose. Hein, on retrouve l'idée qu'il y a les gens qui savent et puis ceux qui doivent se taire parce qu'eux ne comprennent rien et ils doivent faire ce que leur disent de faire les gens qui savent. Bon. Donc on va mettre dans un bureau à Paris quelques élus, quelques technocrates, et puis évidemment aujourd'hui quelques communicants évidemment pour mettre tout ça bien en forme et pour travailler l'acceptabilité sociale de tout ça. Hein, c'est le grand constat, c'est ça les trucs à la mode. Donc ces gens-là vont décider pour le lendemain matin ce qu'il faudra faire partout en France et de manière tout à fait uniforme, parce qu'encore une fois ils ont l'impression que ce sont les chefs d'un espèce d'immense troupeau de moutons, quoi. C'est cette conception-là des rapports de pouvoir, de la citoyenneté, de la démocratie, qui à mon sens, est révélée. Donc non pas simplement pour les médecins, c'est un cas, mais globalement aussi, je dirais, pour l'ensemble des citoyens. On pourrait continuer comme ça. J'ai interviewé quelques maires de villes, quelques élus locaux qui avaient également le même sentiment. Au point même chez certains, je peux vous le dire, je n'ai pas encore publié les choses que j'ai faites à ce niveau-là, mais au point même que certains élus lorsqu'ils voulaient savoir au fond qu'est-ce qu'ils pouvaient encore faire ou ne pas faire, etc., téléphoner à la préfecture et tomber sur des gens qui disaient on ne sait pas, on attend la consigne de Paris, hein, ou appeler leur agence régionale de santé qui disaient on ne sait pas, on attend la consigne générale de Paris. Hein, c'est-à-dire que voilà, c'est en même temps une caricature de ce jacobinisme français où, encore une fois, dans un bureau à Paris, il y a 3 technocrates, 2 élus, un communicant qui décident ce qui, le lendemain matin, devrait être appliqué sur la France entière. Quand on explique ça dans un certain nombre d'autres pays, il faut quand même savoir que ça fait rire les gens, hein, de penser qu'on puisse fonctionner comme ça. Et est-ce que vous avez senti dans vos travaux une forme de défiance, on va dire, de la France d'en haut et la France d'en bas, ou de la France d'en bas à l'égard de la France d'en haut, on va dire, une montée de la défiance? Une montée, je ne sais pas, mais une exacerbation de ce qu'on appelle publiquement une crise de confiance, sur lequel il y a beaucoup de publications ces dernières années. Oui, ça c'est évident. La crise du Covid arrive quand même juste derrière celle des Gilets jaunes, avec quelques points communs qui me paraissent tout à fait évidents. Hein, cette même idée, effectivement, que voilà, on a encore une fois ce peuple de moutons indisciplinés qu'on surveille tout le temps, etc. Bon. Donc, dans les deux sens, hein, je dirais à la fois un pouvoir politique qui pense qu'il est omniscient et qu'il va comme ça décider au nom du bien ce qui est bon pour tout le monde, et puis en bas, une majorité de citoyens qui ne comprennent pas et qui, pour certains d'entre eux, ne croient plus un mot de ce qu'on leur raconte. Malheureusement, c'est ça qui se passe. Hein. Donc oui, ça a exacerbé, mais ce qui était une tendance lourde, hein, voilà. De manière générale d'ailleurs, une réflexion incidente, mais enfin, je pense que les crises n'inventent rien, hein. Elles viennent tout d'un coup révéler des mécanismes, des processus, elles font éclater au grand jour, on les voit mieux que jamais, mais elles n'inventent pas vraiment de choses nouvelles. Donc, cette défiance, elle-même entraîne une forme de réponse
de la France d'en haut qui s'apparente, on pourrait appeler ça une dictature sanitaire ou une forme de dérive vers une dictature sanitaire, d'après vous? Alors, bon, je n'aime pas forcément employer les grands mots, mais enfin, ce qui est tout à fait certain, c'est qu'il y a une dérive autoritaire, en tout cas. Voilà. Ça me paraît incontestable. Nous vivons en état d'urgence quasiment permanent. C'est un autre point de rencontre entre mes préoccupations habituelles pour les questions sécuritaires et désormais mes préoccupations pour les questions sanitaires. C'est que nous vivons désormais donc en état d'urgence permanent, avec les mêmes logiques et avec le même processus donc de délégation de la totalité du pouvoir de penser et d'agir à un tout petit nombre de personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mes yeux, très clairement une dérive autoritaire, qui révèle par ailleurs le fonctionnement des institutions françaises, hein, parce qu'on voit bien que face à cette dérive, on voit bien qu'il n'y a pas réellement de contre-pouvoir. C'est ça qui est évidemment très gênant, très problématique en France. Normalement, le contre-pouvoir est en général exercé par les médias. Et vous avez dit tout à l'heure que vous pensiez que les décisions étaient prises par, on va dire, des technocrates et des communicants. Qu'est-ce que vous pensez de la censure qu'il y a eu sur les réseaux sociaux ou de manière générale de la position des médias, ou quel est le rôle des médias dans la gestion de la crise? Ouais. Alors, la réponse globale, puis j'arrive sur les médias, les contre-pouvoirs, il y en a plusieurs. Normalement, il y a un pouvoir législatif, un pouvoir parlementaire, au fond, hein, qui est censé résister à l'exécutif. La mise sous état d'urgence consiste à neutraliser ce contre-pouvoir parlementaire. Normalement, il y a également un contre-pouvoir de type judiciaire, dont là aussi la crise a bien révélé ce qu'on sait par ailleurs, hein, à savoir que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ne sont pas des instances parfaitement indépendantes du pouvoir politique. C'est une illusion, hein, voilà, ça révèle bien. Et puis, dans certains, on va dire, certains manuels de sciences politiques, on va dire comme ça, et encore, il y a cette idée que peut-être les médias seraient un quatrième pouvoir, comme on dit des fois, un autre en tout cas, un autre contre-pouvoir face à la concentration des pouvoirs dans les mains de l'exécutif. Et alors là, pour le coup, s'il y avait encore une illusion quelconque à ce niveau-là, moi je ne la partage pas, hein, j'ai écrit depuis longtemps là-dessus, mais enfin, si certains avaient encore des illusions à ce niveau-là, pour le coup, l'année 2020 qu'on vient de vivre a définitivement mis fin à ces illusions. Il n'y a pas de quatrième pouvoir, les médias sont au sens de l'ensemble des entreprises de presse, qu'elles soient télévisuelles, radiophoniques ou presse écrite ou Internet, sont dans leur immense majorité parfaitement incapables, ne serait-ce que d'organiser un véritable débat contradictoire. Et pour certains d'entre eux, ne sont même pas là, c'est-à-dire ils servent purement et uniquement de relais, au fond, à la communication gouvernementale. C'est quelque chose qui est extrêmement frappant de mon point de vue et donc je pense comment dire ça, les lendemains vont être compliqués parce il va falloir qu'on en discute après coup. Une fois que la crise sera terminée, elle finira bien, on l'espère, par se terminer un jour, il va falloir quand même qu'on mette un certain nombre de personnes devant leurs responsabilités et qu'on compare leurs discours et leurs comportements. Voilà. À un bout d'un moment, comme chacun sait, c'est les actes qui définissent ce que nous sommes, pas les jolis discours. Donc il y a un certain nombre de gens qu'il va falloir mettre devant leurs actes en disant vous prétendez être des journalistes, vous prétendez être neutre, vous prétendez être indépendant, vous prétendez informer les citoyens indépendamment de la communication et de la propagande politique, et pourtant vous avez fait ça, et ça, qui est le contraire de ce que vous prétendez. Vous-même, en tant que chercheur, vous avez été victime, on va dire, de cette absence de parole ou on vous a moins donné la parole? Ah oui, c'est très très clair. Non seulement moins donner la parole, mais chercher à la couper ou voire même à la censurer. Bien sûr, de toutes les façons possibles.
je ne survis au fond, je pense, chez Mediapart, parce que ce serait trop gros au fond, hein, de trouver un prétexte pour me censurer totalement, mais je suis à peu près persuadé que certains en ont eu l'idée ou le souhait. D'ailleurs, si on rentre un peu dans le détail des petites techniques d'Internet, on pourrait discuter de la façon dont mon blog est quand même bizarrement de moins en moins visible et trouvable, hein, sur Internet, dans les moteurs de recherche, etc. Bon, il y a des façons, sans le censurer, il y a des façons quand même de diminuer très fortement le trafic vers des sites Internet. J'en suis très clairement victime sur Mediapart. Ensuite, il y a des médias qui m'ont censuré, oui, bien sûr. Dès l'été dernier, même pour des choses qui sont en fait relativement futiles, mais qui révèlent bien à quel point une bonne partie des journalistes ont une espèce de peur panique dès que quelqu'un dit quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre prédéfini, qui s'appelle la doxa, hein, qui est ce qu'il faut dire et qu'il est légitime de dire et que le pouvoir politique a dit qu'il fallait dire. Hein. Je me souviens cet été d'une interview au journal La Croix, oui, bon, quelque chose de très neutre, un journal pour lequel j'ai dû donner dans ma carrière déjà au moins une dizaine de reprises, des entretiens, des interviews, etc. Qui me demande de faire un petit commentaire sur, vous avez vu, pendant l'été, il y avait quand même aussi des questionnements, comme il en surgit très, très régulièrement, sur le sécuritaire proprement dit. Hein. Est-ce que tout d'un coup, il y avait plus de délinquance, plus de violence, blablabla. Donc, je réponds comme d'habitude, sous forme d'un petit texte qui donne, je ne sais plus, 4 ou 5, je crois, 4 ou 5 idées successives en disant, ben voilà, attention, pas tout mélanger, pas raconter n'importe quoi. Les effets du confinement et du déconfinement, ça fait ça sur tel type de délinquance. Pour la voie publique, dans l'intrafamilial, il se passe ça, etc. Et puis, je terminais en disant, le climat d'anxiété générale, l'imposition des mesures, la distanciation, etc., crée aussi des tensions dans la société, dans la vie quotidienne, parce que c'est ce que tout le monde peut voir tous les jours sous les yeux. Quand vous rentrez dans un commerce, quand vous montez dans un bus, ça se voyait même cet été sur les plages. J'ai assisté, comme tout le monde, à de très nombreuses montées en tension, voire en poignade, etc. Donc, je décrivais aussi ça. Très bien, la journaliste avec qui on fait ce petit texte est ravie, et puis me rappelle quelques heures après en me disant, bah non, la rédaction en chef ne supporte pas le dernier passage, celui qui dit que c'est peut-être les contraintes sanitaires qui créeraient elles aussi certains nouveaux problèmes, donc censure. Ensuite, à partir du mois de septembre, j'ai rédigé à plusieurs reprises des tribunes collectives qui ont recueilli, selon les tribunes, entre 300 et 600 signatures d'universitaires et de médecins généralistes pour la plupart, et qui se sont faits à 3 ou 4 reprises, également censurés, toujours également selon le même schéma, hein, c'est-à-dire je contacte les responsables des pages opinion, débat, etc., dans un journal, que ce soit un quotidien, un hebdomadaire. Le journaliste, en général, au premier abord, me dit, ben, oui, c'est intéressant, et puis 300, 400, 500 universitaires, chercheurs qui disent quelque chose, il faut peut-être l'écouter. Et puis ça crée un minimum de débat. Et ça m'est donc arrivé à 3-4 fois, j'envoie mon texte, j'envoie ma liste de signataires, et le lendemain, le jour où ça doit paraître, le journaliste me met un mail ou me passe un petit coup de fil ou un SMS en disant, ben, je suis désolé, ma rédaction en chef ne le passera pas, point, sans un mot de justification, d'explication, rien du tout. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais absolument jamais vu de toute ma carrière. Mon rapport aux médias depuis un an est totalement, radicalement différent de tout ce que j'ai pu connaître depuis bientôt 25 ans de carrière. Donc, quelque part, d'un problème sanitaire, on arrive à un problème sociétal, puisque tous ces éléments vont devoir trouver réponse dans le futur, comme vous nous l'avez dit. Vous avez écrit donc 43 billets sur votre blog. Vous pensez que ça va durer combien de temps encore ? C'est difficile pour vous répondre. Ce que je peux dire, c'est que ce qui s'est mis en place au fond depuis le début, j'ai essayé de décrire ça dans un article récent qui s'appelle la doxa du Covid, où j'essaie d'expliquer c'est quoi ce schéma de pensée global qui nous est imposé, hors duquel on ne peut pas sortir, sauf à être accusé immédiatement d'être un infâme complotiste. Bon. Moi, ma ligne intellectuelle consiste depuis le début à essayer de rester droit dans ma tête et dans mes valeurs, en tenant à égale distance, d'un côté, la propagande politico-médiatique et de l'autre, le complotisme.
Voilà. Ce sont deux formes de propagande, deux sources à mes yeux de contre-vérité. J'essaie de tenir une ligne, alors qui est compliquée, étroite, et on se sent parfois un peu seul au milieu, mais voilà, qui consiste à… Et je considère de la même manière comme deux dangers intellectuels tout aussi importants, les théories conspirationnistes d'un côté et la propagande politico-médiatique de l'autre, voilà, qui sont deux façons d'endoctriner les gens et de leur faire prendre les vessies pour des lanternes. Donc évidemment, donc j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait, c'était quoi cette vision globale, hein, qui était donc la doxa, c'est-à-dire le discours se présentant comme légitime, comme seul admissible, seul toléré dans l'espace de discussion. C'est celui qui consistait à dire, au fond, s'il faut le résumer très vite, nous sommes confrontés à une pandémie qui constitue un danger mortel pour l'humanité, hein, ce sont les mots mêmes du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, hein, un danger mortel pour l'humanité. Or, c'est faux, bien sûr, c'est faux, on le sait aujourd'hui, hein, les statistiques de mortalité montrent clairement qui est vraiment menacé par la Covid et dans quelle proportion. Donc, ce n'est pas un danger pour la survie de l'humanité, c'est juste faux. Le deuxième élément de la doxa consistait à dire ensuite, donc, puisque c'est quelque chose d'aussi nouveau, jamais vu, incroyable et aussi dangereux, la seule chose à faire, c'est de se cacher sous la table et de ne plus bouger, hein, c'est le confinement général. Et trois, nous ne pourrons sortir de dessous la table où nous sommes planqués que le jour où le miracle arrivera, c'est-à-dire le vaccin. Voilà. C'était ça, en gros, le cadre global qui s'est mis en place. Alors, évidemment, tout est faux là-dedans. Hein. C'est une comptine pour les petits-enfants. En réalité, hein, c'est un grand méchant loup qui arrive. Vite, cache-toi sous le lit, ne verra pas. Et le jour où ton papa arrivera avec un fusil et tuera le loup, tu pourras sortir et chanter avec lui. Bon, voilà, c'est une espèce de conte pour enfants. Nous sommes tous pris, hein, pour des petits-enfants. Alors évidemment, le troisième épisode ici, c'est la question du vaccin. Bah, on se rend compte aujourd'hui que c'est beaucoup moins simple et que ce n'est pas le miracle annoncé. Bah non, voilà, pour un tas de raisons, le virus lui-même a muté. Ensuite, faire des vaccins en procédure hyper accélérée, ben, ça fait des mauvais vaccins ou des choses insuffisantes. Enfin, évidemment, donc le miracle annoncé, évidemment, n'a pas lieu. Et donc, nous sommes repartis dans ces choses qui pour l'instant, sont sans fin. Je suis évidemment incapable de vous dire comment cette chose-là peut s'arrêter, si ce n'est par exaspération croissante de la grande majorité de la population. Mais si on a une exaspération croissante et qu'on a une forme de dérive autoritaire, ça veut dire qu'on va pouvoir s'attendre à plus d'autoritarisme, puisqu'il va y avoir plus d'exaspération. Donc, quelque part, il y a une forme de conflit social qui est en train d'arriver, d'après vous? Le conflit social, je pense qu'il est déjà là. Simplement, comme nous rentrons maintenant en période de campagne électorale, il va évidemment se gérer politiquement et électoralement, ce conflit. Donc, la seule chose, je pense, qui peut arrêter l'espèce d'obsession confinatrice, on va dire, hein, du gouvernement, de M. Véran et d'une partie des conseillers du président de la République, etc. La seule chose qui peut faire rempart aujourd'hui à leur obsession, c'est la peur de perdre les prochaines élections, je pense. Hein. C'est la seule chose qui va peut-être C'est le suffrage universel, c'est la voix du peuple. C'est ça. Et juste peut-être une dernière question. On n'a pas beaucoup parlé des traitements précoces. J'ai vu que vous aviez beaucoup écrit à ce sujet sur les traitements précoces et que vous êtes quand même posé beaucoup de questions, puisque quand vous parlez de la doxa et des 3 points au niveau donc il fallait se mettre sous la table et puis attendre le vaccin. Vous nous avez dit que donc la première des choses, c'est que cette maladie n'était pas si létale, aussi mortelle, puisque les 3 points d'après vous sont des erreurs. Les traitements précoces, quel est votre point de vue à ce sujet? Alors, ça rejoint ce que j'appelais tout à l'heure la prévention. Hein. Quand on travaille sur la délinquance, il y a la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Ce sont des raisonnements généraux qu'on peut tout à fait appliquer aussi à cette question-là. Il y a d'abord ce gouvernement est d'abord incapable d'organiser la prévention générale. On sait aujourd'hui, enfin, ce virus n'est problématique que pour les personnes qui ont des systèmes immunitaires défaillants, que ce soit une défaillance naturelle liée à l'âge, tout simplement, hein, l'immunosénescence, le très grand âge, la vieillesse, la fin de vie, hein, ou par ailleurs des gens qui ont des systèmes immunitaires affaiblis par des maladies graves. Ce qu'en langage Santé publique France, ça devient des comorbidités. Bon, voilà.
Donc, la première prévention générale, c'est évidemment de renforcer les systèmes immunitaires. Bon. Je ne sais pas, je vais être trivial, mais c'est ça la réalité, hein, la réalité concrète. Et la seule réalité qui existe, c'est la réalité concrète. J'ai moi-même évidemment une maman très âgée qui a 85 ans. Ça fait des mois que je lui ai demandé de prendre tous les matins de la vitamine D et du zinc, voilà, juste pour booster son système immunitaire et être capable comme ça d'atténuer les premières éventuelles inflammations, etc. Bon. C'est de la prévention de base que ce gouvernement est incapable de comprendre, hein, voire même va envoyer ses sbires, ses influenceurs pour dire que oh, mais oui, la vitamine D, quand même, c'est pas sûr que ce soit une bonne chose. Juste incroyable, hein, bon, voilà. Tellement c'est des choses basiques à un point dingue. Donc ça, c'est la première chose, la prévention générale. Bon. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est le traitement précoce. Bon. De la même manière, encore une fois, que pour les questions de délinquance, hein, il y a la prévention générale, puis ensuite, il y a dès que les premiers symptômes apparaissent, qu'il y a une situation problématique, qu'il y a des gens qui sont en souffrance, que ça commence à se traduire par tel ou tel. Bon. Là, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure au début, c'est-à-dire cette incompréhension. Comment se fait-il que la doctrine, la stratégie médicale ait été, si vous avez quelques symptômes de type fiévreux, etc., vous prenez du Doliprane, et si vraiment vous commencez à développer des problèmes respiratoires importants, vous appelez les urgences et vous serez hospitalisé. Donc, on concentre tous les problèmes sur l'hôpital parce qu'en réalité, on attend que les choses s'aggravent. Voilà. Tous les médecins qui cherchent à faire tout simplement leur travail le disent depuis longtemps. Hein. Dans le Grand Est, le Jean-Jacques Epstein, le docteur Epstein, on peut le citer puisqu'il a même publié un livre là-dessus, hein, qui s'appelle, je crois de mémoire, je ne pouvais pas les laisser mourir, ou quelque chose comme ça dit bien les choses. Dit ça depuis le début, hein, il appelle ça les 3D, je crois, hein, Doliprane, dodo, décès. Bon, c'est pour frapper les esprits. Ça veut tout dire, oui. Hein, voilà, c'est bon. Donc non, évidemment qu'il faut soigner dès le début. Donc l'idée de base qu'a eu Didier Raoult au début et qu'ont eu ensuite des médecins, qu'ont eu au même moment, pardon, pas ensuite, qu'ont eu au même moment, indépendamment des médecins de ville, eux plutôt avec les antibiotiques, Didier Raoult en rajoutant par ailleurs ce fameux hydroxychloroquine comme antiviral, l'idée c'était de faire, il n'a jamais dit, et aucun d'entre eux, aucun de ces médecins qu'il faudrait arrêter de prendre pour des abrutis, hein, aucun d'entre eux n'a jamais dit j'ai une solution miracle. Hein. Il y en a qui l'ont dit pour le vaccin, ça, mais sinon personne ne l'a dit pour les médicaments. Ce que l'équipe de Raoult a tout simplement dit, c'est nous pouvons, si on prend très très tôt la maladie, faire baisser la charge virale. C'est pas, voilà, ça n'a rien d'extravagant ni d'extraordinaire. Voilà. On sait aujourd'hui par ailleurs que c'est pas le seul. On sait en fait depuis longtemps, mais il a fallu un grand moment avant que ça sorte et qu'il y ait quelques études scientifiques sur lesquelles on puisse s'appuyer pour dire qu'un autre médicament générique depuis longtemps qui coûte là aussi 3 fois rien, qui est l'ivermectine, un antiparasitaire, a manifestement également un rôle sans doute même plus important parce que jouant à beaucoup de phases de la maladie, pas tout à la fin où il n'y a plus que les techniques de réanimation, évidemment, mais en amont. Donc, en fait, il y a plein de façons de soigner les gens avant d'arriver dans les situations les plus désespérées. C'est toujours, encore une fois, la prévention, tout simplement. Eh bien, non, en France, le ministère de la Santé et toute la cour qui est autour de lui, hein, tous ces médecins qui occupent des positions dans l'appareil sanitaire d'État, tous ceux qui forment cette cour, qui sont là en lutte pour tenir des positions, des places, des titres qui se récompensent. Même récemment, on a vu, hein, qui se donnent des titres, des médailles, etc. Tous ces gens-là, on fait bloc derrière. C'est très, très frappant. Et c'est très frappant et c'est un des décalages parce que par ailleurs, le médecin de base, l'infirmier de base, mais le citoyen de base aussi comprend très bien ce que ça veut dire, je pense, la prévention. Hein. C'est pas rien de révolutionnaire quand même ce que je raconte là. Et juste pour terminer, en fait, on a vu qu'il y avait une forme, on va appeler ça, d'instrumentalisation de la science ou de la recherche ou de la médecine avec des points de vue de médecins qui étaient, ou de scientifiques qui s'opposaient les uns aux autres. Vous, en tant que chercheur, quand on vous écoute, votre discours paraît sensé, paraît coulé de source, on va dire. Comment en arrive-t-on, d'après vous, à une telle instrumentalisation des outils dans lesquels on devrait avoir non seulement une croyance, mais une confiance, puisque en vous écoutant ou en écoutant des médecins, on pourrait se dire leur discours est sensé, et comment en arrive-t-on à ce point-là?
C'est une bonne question, hein. C'est une question qu'on se pose tous. On constate de telles absurdités, de telles incapacités à entendre des choses simples, évidentes, qui sont entendues dans d'autres pays, mais on se croit toujours plus malin que les autres. Donc, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Asie, ce qui se passe en Inde, personne s'y intéresse, etc. C'est très difficile de comprendre ces blocages. Il y a des raisons politiques qu'on vient d'évoquer, hein, cette espèce de technocratie arrogante qui croit tout savoir, entourée d'une cour, hein, qui n'aide pas du tout à complexifier les choses, à discuter, à critiquer. La science, c'est un travail critique. Hein, c'est pas du tout, ça peut pas être un travail où on arrive pour établir la vérité qu'on va ensuite répandre à des apôtres. Ça, c'est la religion, c'est pas la science. Donc, il y a un souci à ce niveau-là. Il y a un énorme souci au niveau médiatique. Ça me paraît évident. Hein. Je veux dire, c'est la Bérésina. L'année 2020, c'est vraiment c'est la retraite de Russie, encore pire. Hein. C'est l'extermination de l'armée quand elle revient de Russie. Tellement ils se sont enlisés dans leurs choses. Parce que ça va même plus loin encore que ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Hein. Pas la peine de rentrer dans les détails, mais ça va. Dans une autre oui, on racontera une autre fois. Mais c'est la convergence de ces choses-là. Mais quand vous avez à la fois un pouvoir sourd, aveugle, qui se croit omniscient, etc., et qui ne rencontre aucune contradiction, hein, ou qui rencontre que des gens qui lui cirent les pompes, pour dire les choses de manière un peu triviale, ben voilà, le résultat, c'est que toute contradiction est par principe, dès le départ, dégradée, délégitimée, pas prise au sérieux, parce que dans le meilleur des cas, c'est ça. Hein. Dans le pire des cas, c'est la censure, c'est la réaction violente, limite inquisition. Hein. Certains médias sont même comportés comme des inquisiteurs. Hein. Moi, je peux en témoigner. Et puis, dans le meilleur des cas, c'est juste on vous prend de haut, oui, oh, bah, on vous laisse vous amuser à faire des contradictions. Enfin, voilà. Écoutez, Laurent Micheli, merci beaucoup de nous avoir donné votre temps pour faire un peu un panorama de la gestion de la crise avec des sujets aussi vastes que les questions de restriction de liberté et la sécurité. Et vraiment, on vous remercie de nous donner ce temps-là et votre interprétation en tant que chercheur. On espère que les épisodes 44, 45, 46 vont se terminer plus vite que prévu, comme ça vous pourrez publier le livre. Et que ça veut dire que peut-être on retrouvera nos libertés. Je vous remercie beaucoup. Il y en aura effectivement à venir. Faites-moi juste un tout petit plaisir de prononcer mon nom Mukieli. Hein, Mukieli, pardon. Voilà, je vous impose pas l'accent corse. Mukieli, c'est pas la peine. On va garder ça pour les Corses. Mais voilà. Merci beaucoup. Okay. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Également.